Welcome to another episode of India and Global Left. Bienvenue dans un nouvel épisode de India and Global Left. Si vous découvrez l'émission, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement. Pensez aussi à devenir membre YouTube, à soutenir sur Patreon ou à faire un petit don via le lien dans la description. Mais au minimum, vous pouvez regarder cette émission, l'aimer, la partager et laisser un commentaire. Permettez-moi d'accueillir notre invité de ce soir, l'ambassadeur Chas Freeman. L'ambassadeur Freeman est un ancien diplomate américain, auteur et critique de la politique étrangère des États-Unis. Ambassadeur Freeman, bienvenue à nouveau dans India and Global Left. Welcome back to India and Global Left. Heureux d'être avec vous, Mudiyar Jyotishman. I wanted to focus on Je voulais me concentrer sur la politique étrangère des États-Unis, en particulier vis-à-vis de la Russie et de la Chine aujourd'hui. Nous avons déjà parlé de la Russie avec vous, mais nous n'avons pas passé assez de temps sur la Chine. Donc, un bon point de départ serait peut-être le document récemment publié sur la stratégie de sécurité nationale 2025. Il réaffirme explicitement une formule, disons, qui circule depuis un certain temps, celle qui inclut la cessation des hostilités avec la Russie, en affirmant que cela est dans l'intérêt de l'Occident, y compris de l'Europe, et pas seulement des États-Unis, tout en accentuant l'escalade dans l'Indo-Pacifique, la Chine étant la cible principale. Je suis curieux de savoir comment vous interprétez cette stratégie ou ce document. Eh bien, je ne pense pas qu'il s'agisse vraiment d'une stratégie. C'est un ensemble d'éléments tactiques, parfois contradictoires. Mais dans ses effets, c'est en réalité assez révolutionnaire. Et cela, comme vous l'avez indiqué, suggère que l'objectif principal de la politique étrangère des États-Unis en Eurasie est la normalisation avec la Russie. Cela revient essentiellement à écarter les alliances européennes et à transformer nos alliés européens. Autrefois, des partenaires dont les intérêts méritaient considération et attention, en auxiliaires dont la seule fonction est de soutenir les États-Unis dans leur compétition mondiale pour l'influence avec la Chine. C'est quelque chose qui a laissé les Européens sans voix. En effet, cela invite l'Europe à faire ce que l'ASEAN a fait, c'est-à-dire à combler un vide de grande puissance par sa propre puissance. Mais savoir si l'Europe en est capable ou non est très incertain, compte tenu des divisions entre Européens qui ne cessent de croître plutôt que de diminuer. En ce qui concerne la Chine, j'ai remarqué lors du sommet de Busan entre Xi Jinping et Donald Trump que le président Trump semblait accepter la Chine comme un égal, un pair, pour la première fois. Son attitude laissait entendre qu'il ne croyait pas personnellement que nous puissions surpasser la Chine ou gagner une guerre contre elle. Par conséquent, le document sur la stratégie de sécurité nationale auquel vous avez fait référence redéfinit essentiellement la compétition entre les États-Unis et la Chine en termes économiques. Il reste très vague sur les dimensions militaires de cette rivalité. Et fait intéressant pour un document de sécurité nationale, il ne fait référence à aucune des deux Corées, qui sont pourtant plutôt explosives, potentiellement en Asie du Nord-Est. Il ne traite pas non plus de Taïwan de la manière habituelle. Il semble laisser entendre que la question taïwanaise sera gérée sans intervention militaire directe. Et s'il y a une guerre, ce serait une réaction globale en termes de puissance américaine. L'aspect le plus révolutionnaire de tout cela, et je veux faire un commentaire sur l'Inde avant de conclure, est le retour à une vision exagérée de la doctrine Monroe et l'accent mis sur une sphère d'influence dans l'hémisphère occidental, ce qui, vous savez, comporte de grandes contradictions. D'un côté, il n'y a aucune reconnaissance d'une quelconque souveraineté, sauf celle des États-Unis. Nous avons vu un comportement américain sans foi ni loi à l'égard du Venezuela et de la Colombie, ainsi qu'une attitude généralement dominatrice. Mais en même temps, le document affirme que nous avons le soutien même des pays que nous intimidons.
support of the countries who are bullying. I don't think this is a sustainable balance. Je ne pense pas que cet équilibre soit durable. Permettez-moi simplement de conclure en disant que ça ne change pas grand-chose concernant l'Inde. À mon avis, le texte mentionne vaguement l'Inde, mais j'aurais tendance à dire que l'implication est qu'il y a beaucoup moins d'intérêt à courtiser l'Inde, qui avait l'avantage d'être un acteur pivot majeur dans la géopolitique mondiale. En somme, cela reconnaît d'une certaine manière la situation actuelle. Les États-Unis, par leurs actions, ce qu'ils ont fait à la fois avec la Chine et la Russie, les ont rapprochés. Cela signifie que la Russie, qui était autrefois anti-chinoise à la fin de la période soviétique, n'est désormais plus disponible pour l'Inde comme soutien dans la même mesure qu'elle aurait pu l'être. Ainsi, la position d'État pivot de l'Inde a été affaiblie, non pas éliminée, mais affaiblie. Et donc, ce document, pour résumer, a d'importantes implications géopolitiques s'il est effectivement mis en œuvre. Mais nous ne savons pas s'il le sera ou non, car je pense qu'une grande partie de l'armée américaine, dans ce qu'on appelle l'État profond, dans la mesure où il a survécu aux ravages de Trump, ne partage pas ce point de vue. Certaines parties de l'élite américaine non plus, notamment les juristes, qui jugent le ton, la force prime le droit de ce document inacceptable. Je pense donc que cela soulève de grandes questions. C'est toutefois potentiellement un séisme géopolitique. J'ai trouvé intéressant dans le document qu'il m'ait semblé s'agir d'une sorte de décalage hybride entre les idéologues de Trump et ceux de l'État profond. Même lorsqu'il parle de l'Inde, il réaffirme la position de l'État profond selon laquelle l'Inde ferait partie des alliés destinés à contrer la Chine. D'un autre côté, ils redéfinissent l'Indo-Pacifique en termes géoéconomiques. On se retrouve donc avec toutes ces discussions commerciales, ces guerres commerciales, cette volonté de contenir la Chine sur le plan économique, les tarifs douaniers et ainsi de suite. Mais tout cela est plein de contradictions, car les partisans des tarifs, Peter Navarro, Miran et d'autres, sont fondamentalement très agressifs envers l'Inde, sous l'influence du lobby agricole, entre autres. En somme, la contradiction que vous avez soulignée apparaît très clairement dans le document. Eh bien, le document, comme vous le dites, est un amalgame de rancune et de ressentiment, ainsi qu'un éloge appuyé du guide suprême Donald Trump. C'est quelque chose de très nouveau dans ce type de document. Par le passé, ils étaient plutôt anodins et objectifs. Celui-ci est un chant de louange à l'administration actuelle et à son dirigeant, dont la vision est bien sûr très contradictoire et aussi éphémère. Elle change d'un moment à l'autre. Donc oui, c'est un élément étrange de tout cela. Et je pense, vous savez, que cela renvoie encore au dernier doute que j'ai exprimé, à savoir si cela sera effectivement mis en œuvre. Je pense qu'il y a, vous savez, une vraie question à deux niveaux concernant Donald Trump. La première est son inconstance. Il est impulsif, il est irritable, il est capricieux. Ce n'est pas un penseur stratégique. Il est très tactique et transactionnel. Et ce document est très transactionnel, pas stratégique. Mais l'autre doute est, en d'autres termes, va-t-il s'y tenir ou non? Le deuxième inconnu est de savoir s'il ira jusqu'à la fin de son mandat, car il se détériore clairement sur les plans mental et physique. Cela se voit, cela s'entend dans ses propos. Il a du mal à formuler des pensées complètes, voire des phrases entières. Son état psychologique n'est pas bon, et il empire, avec de nombreux signes de sénilité qui apparaissent. Cela signifie donc que J.D. Vance pourrait devenir président. Et la seule chose que nous savons de J.D. Vance, c'est qu'il n'a que du mépris pour l'Europe et qu'il soutient les causes de la droite européenne. Et cela est intégré dans le document. D'un côté, les États-Unis disent «
Laissez-nous tranquilles dans l'hémisphère occidental, ce qui était l'essence même de la doctrine Monroe il y a 1 ou 2 siècles. Mais d'un autre côté, ils affirment « Nous allons nous ingérer dans la politique européenne pour soutenir l'Alternative für Deutschland, Marine Le Pen, Viktor Orban et d'autres qui ne partagent pas le consensus conservateur ou libéral de l'UBMPR. » Je pense donc, encore une fois, que c'est une autre contradiction. Et cela renvoie à ce que j'ai déjà dit. Ce document ne laisse essentiellement aucune place à une alliance transatlantique. This document essentially leaves no room for a transatlantic alliance. Because now there have been some comments. Parce qu'il y a eu récemment des commentaires, j'en ai remarqué un du général Hodges, condamnant le document, affirmant qu'il place essentiellement l'Europe dans la sphère d'influence russe. Je trouve cela absurde, en réalité. Mais cela rejoint le point que j'ai soulevé. On demande désormais aux Européens de combler le vide laissé par le retrait américain. Mais ce n'est pas nouveau. Nous avons déjà vu des efforts pour renforcer les dépenses de défense européennes. Le fait est que les Européens n'ont pas relevé le défi. Ils n'ont aucune vision pour affronter un monde où l'Occident n'est plus au centre. Ils n'ont aucune vision pour faire face à la neutralisation de l'Ukraine par la Russie, qui, à mon avis, est en voie d'achèvement. Ils n'ont aucune vision des relations transatlantiques autre que la flagornerie envers Donald Trump, ce qui est évidemment une solution à court terme, pas une stratégie. L'Europe se voit donc mise au défi d'accomplir des choses qu'elle n'a peut-être pas la capacité de faire sous la direction faible qu'elle connaît actuellement. En effet, chaque dirigeant des grands pays européens rencontre des difficultés avec son électorat. Il existe un profond fossé entre les élites et les masses en ce qui concerne les attitudes sur des questions clés comme l'Ukraine ou les dépenses de défense. Nous l'avons vu dans l'échec des efforts de Macron pour augmenter les dépenses de défense en France et dans les objections en Allemagne à la tentative de Merz de faire de même. Et bien sûr, l'Espagne adopte une posture tout à fait différente, étant un pays très important doté d'une influence mondiale. En raison de son rôle passé en Amérique latine et de sa relation étroite avec l'Afrique du Nord, l'Espagne et l'Allemagne ont des politiques étrangères très différentes. Alors, l'Europe peut-elle se rassembler et agir? C'est une superpuissance géoéconomique, mais elle n'exerce pas ce pouvoir avec beaucoup d'habileté. Ce n'est pas une superpuissance géopolitique, car elle est trop divisée en son sein. Va-t-elle corriger cela? Elle se trouve dans une situation où si elle ne le fait pas, elle devient sans pertinence, et comme je l'ai appelé, l'homme malade de l'Eurasie. Oui, à bien des égards, les difficultés liées à la dépendance européenne se sont considérablement aggravées. Je veux dire, d'un côté, elle continue de s'appuyer sur l'architecture financière transatlantique, centrée autour de New York. Et il ne s'agit pas seulement de Londres, avec le marché boursier et le marché monétaire, mais aussi du système bancaire européen dans son ensemble. Elle n'a donc réellement aucune alternative ni vision pour se détacher de cette architecture financière néolibérale qui est de nature transatlantique. Elle est extrêmement soumise aux intérêts américains, le système du dollar, New York, Wall Street, et ainsi de suite. D'un autre côté, l'Europe n'est pas aussi désindustrialisée que les États-Unis, mais pour des raisons structurelles, coût du travail, etc., l'UMEMBER perd également du terrain face à d'autres acteurs du Sud global, la Chine étant le principal. Je veux dire, l'Allemagne en est un exemple typique. Au début, l'Allemagne exportait beaucoup vers la Chine, et la montée en puissance chinoise avait largement soutenu l'économie allemande, car elle exportait des machines, des installations, des produits chimiques, et ainsi de suite. Mais aujourd'hui, les exportations chinoises grignotent même la consommation intérieure. Donc je ne suis pas sûr, compte tenu du manque d'imagination politique,
du manque de véritables partis qui parlent des gens en Europe, de voir une alternative en Europe. I don't see an alternative in Europe. Let me make a number of comments. First, Permettez-moi de faire plusieurs remarques. Tout d'abord, le statut de New York en tant que centre financier mondial est un héritage des Néerlandais. New York s'appelait autrefois New Amsterdam avant de devenir New York. Et les Néerlandais étaient, au moment de sa fondation, de loin les opérateurs financiers les plus sophistiqués du monde. Cette tradition s'est perpétuée, conférant à New York un degré de sophistication financière réellement inégalé, même à Londres. Je pense toutefois que cela pourrait toucher à sa fin en raison de l'irresponsabilité des politiques budgétaires américaines. L'accumulation de montagnes de dettes, la dépendance au refinancement de crédit plutôt qu'aux recettes fiscales pour financer l'État et sa dette, ainsi que la surmilitarisation de l'économie américaine qui entraîne une baisse de la productivité de l'économie dans son ensemble, puisque une grande partie du complexe militaro-industriel équivaut en réalité à des industries publiques paresseuses, inefficaces et non compétitives. Ainsi, le système financier et la position centrale des États-Unis en son sein sont quelque peu remis en question. Je ne pense pas que les États-Unis disparaîtront en tant qu'acteurs de la finance mondiale, mais il est assez clair que leur domination sera réduite. Dans quelle mesure, nous ne le savons pas. C'est le premier point. Le deuxième point est qu'il existe une réponse évidente pour l'Allemagne, qui serait de reprendre les importations d'énergie russe bon marché. Mais l'Allemagne ne l'envisagera pas. Par conséquent, elle se rend non compétitive face à la Chine et à tous les autres. Et le dernier point que vous avez suggéré sans le formuler explicitement est illustré par le suivi de l'innovation scientifique et technologique effectué par l'Australian Strategic Policy Institute. Ils suivent 64 catégories. Dans 57 d'entre elles, la Chine est désormais en tête devant tout le monde. Il y en a 2 où la Corée du Sud est en tête et les États-Unis dominent dans 5. Remarquez que l'Europe n'apparaît pas sur cette liste. Vous savez, on peut voir poindre à l'horizon la possibilité que l'Inde rejoigne le groupe de tête dans certaines catégories, mais pas toutes, car l'industrie manufacturière indienne reste assez faible. Or, la fabrication est absolument essentielle à l'innovation technologique. Il faut à la fois le laboratoire et l'usine travaillant de concert, c'est le secret du succès de la Chine. Cela, et son investissement dans l'éducation, un système éducatif extrêmement exigeant qui élimine les incompétents avant qu'ils ne puissent causer des dégâts. Alors, toutes ces choses ont essentiellement conduit à l'éclipse de l'Europe et par extension à la crainte aux États-Unis d'une éclipse américaine. Donc, comme je l'ai dit, je pense que Donald Trump, du moins sur le plan de l'attitude, on ne sait pas vraiment ce qui se passe dans sa tête, car il n'est pas évident qu'il applique beaucoup de raisonnement au problème. Il semble avoir une compréhension intuitive des choses, plutôt qu'un examen méthodique, comme méthode pour appréhender le monde. Mais à Busan, il a semblé montrer qu'il était parvenu à la conclusion que nous ne pouvions pas surpasser la Chine et qu'il fallait donc ajuster nos politiques pour vivre avec elle. Et il voit clairement la question de Taïwan comme le talon d'Achille de cette relation. Par conséquent, bien qu'il n'ait pas explicitement modifié la politique à ce sujet, il l'a manifestement relégué au second plan en tant que centre de la politique américaine envers la Chine, ce qui bien sûr perturbe notre armée, à qui l'on a ordonné depuis des décennies d'en faire le cœur de notre politique. Nous vivons donc dans un monde où les choses se réorganisent. Et il faut y ajouter, bien sûr, le rôle des puissances de rang intermédiaire. C'est pourquoi, comme je l'ai déjà dit dans votre émission, je n'aime pas le terme multipolaire, car un pôle est l'extrémité d'une ligne bidimensionnelle.
Je pense que nous avons affaire à des nœuds, des connecteurs de multiples relations, et les nœuds sont tridimensionnels. Ils peuvent tourner, ils peuvent manœuvrer. Ainsi, un jour, il peut exister une relation dense entre 2 ou 3 nœuds d'un réseau, et le lendemain, ces liens peuvent s'atténuer. On peut aussi, comme dans le cas de la Chine et des États-Unis par exemple, avoir une relation militaire hostile, mais une grande interdépendance économique, ainsi qu'une relation politiquement ambivalente. J'hésiterais à décrire la relation entre les États-Unis et l'Inde à l'heure actuelle, mais elle montre clairement un comportement nodal plutôt que polaire. Et l'Inde, bien sûr, j'ai mentionné plus tôt la dégradation effective du soutien russe à l'Inde en raison de l'alliance de la Russie avec la Chine, alliance dans laquelle la Russie a été contrainte par la politique américaine. Nous voyons émerger un autre petit groupe, très étrange dans sa composition, la Chine, la Russie, l'Iran, la Corée du Nord. En réalité, ils n'ont rien en commun, si ce n'est une aversion pour ce qu'ils perçoivent comme une dictature américaine. Et parfois, l'Inde fait partie de ce groupe, et parfois non. Je suggère donc que nous entrons dans un nouvel ordre mondial. Ce n'est pas le désordre, mais un ordre bien plus complexe, kaléidoscopique, que celui auquel nous étions habitués. Et c'est dans ce contexte que le soi-disant Sud global, ou peut-être la majorité mondiale, comme l'a appelé Sergei Karaganov, devient la dynamique centrale de la politique mondiale. Ainsi, multinodal serait probablement un meilleur choix de mots ou de cadre que multipolaire. À mon avis, oui, parce que, comme je l'ai dit, un nœud est un objet tridimensionnel capable de relier plusieurs relations, et de nombreux nœuds peuvent former un réseau, tandis que les pôles, eux, ne forment pas de réseau. Donc je pense, eh bien, vous savez, je reviens sur ce que j'ai mentionné, l'ASEAN. L'ASEAN est très impressionnante, car elle a essentiellement empêché l'émergence d'un vide en Asie du Sud-Est. Et bien qu'elle manque d'un certain degré de cohésion, elle a comblé cet espace de manière très efficace. C'est aujourd'hui un moteur majeur de l'économie mondiale, un acteur commercial important, et elle présente une combinaison intéressante de politique économique, dont j'ose le dire, l'Inde pourrait tirer quelques leçons, compte tenu de la perpétuation du license Raj et d'autres phénomènes que le Premier ministre Modi a déclaré vouloir éliminer, mais qu'il n'a pas encore supprimés. Oui, ce qu'a réussi à faire l'ASEAN, commercer ou naviguer entre les États-Unis et la Chine, l'Europe a clairement échoué à le faire entre la Russie et les États-Unis. L'ASEAN est restée à distance. Elle est ouverte à tous en matière de dialogue, et c'est un modèle que l'Europe pourrait bien imiter si elle devait être exclue de l'Alliance transatlantique, comme cela semble être le cas. Le président Trump, lors de son premier mandat, vers la fin de celui-ci, a tenté de retirer les forces américaines de l'OTAN. Ironiquement, bien sûr, durant son second mandat, il a accru la présence militaire américaine en Europe. Personne ne devrait l'accuser de cohérence. Et nous avons divers, eh bien, peut-être la plus grande perte ici, si l'on peut dire, c'est l'effondrement du droit international. Voici donc un autre échec des Européens. Ursula von der Leyen affirme que l'acquisition de territoires par la force est illégale et inacceptable. Eh bien, comment explique-t-elle le cas du Kosovo vis-à-vis de la Serbie? Comment explique-t-elle l'adhésion européenne à l'expansion et à l'annexion territoriale israélienne, que l'Europe ne conteste pas? Elle réserve son principe à un seul endroit, à savoir l'Ukraine. Et bien sûr, nous avons en Europe le phénomène étrange de la russophobie, qui est principalement d'origine britannique, pour deux raisons. Bien sûr, elle a été catalysée et consolidée par la guerre de Crimée.
Mais la préoccupation fondamentale des Britanniques était qu'une Europe dans laquelle la Russie jouerait un rôle majeur serait une Europe qui ne pourrait pas manipuler. Et la manipulation britannique de l'Europe à distance était au cœur des préoccupations de sécurité du Royaume-Uni. Ainsi, la russophobie en Grande-Bretagne est bien vivante et elle a contaminé le reste de l'Europe de manière assez profonde, éclipsant la vision allemande, selon laquelle l'Allemagne et plus largement l'Europe avaient besoin d'une relation organique avec la Russie. Désormais, l'Allemagne adopte le point de vue britannique pour ce qu'il vaut, même si le Royaume-Uni a quitté l'Union européenne. Et maintenant, bien sûr, elle défend la russophobie en partie par désir de se concilier les bonnes grâces de Washington, des États-Unis. Comment va-t-elle s'en sortir maintenant que les États-Unis ne prônent plus la russophobie, mais souhaitent une relation normalisée avec Moscou? Des questions intéressantes. Je pense que nous entrons dans une période très intéressante et imprévisible. Ce n'est pas seulement l'Allemagne qui adopte le point de vue britannique. Les pays nordiques deviennent eux aussi de plus en plus extrêmes dans de nombreux cas. C'est étrange, car bien sûr, la Finlande était le modèle d'un pays ayant pleinement adopté la culture occidentale. Elle l'incarnait même, à bien des égards. Elle excellait dans son occidentalisation, tout en restant très prudente et respectueuse envers la Russie, à laquelle elle avait sacrifié la Carélie, un territoire perdu pendant la Seconde Guerre mondiale, ou à la veille de celle-ci. Je pense que la Norvège aussi, qui partage une longue frontière arctique avec la Russie, bien qu'elle ait fait partie de l'OTAN, a toujours conservé une certaine distance vis-à-vis de la présence des forces américaines sur ses bases. Ces pays, la Suède par exemple, qui eut autrefois son propre empire et combattit les Russes lors de batailles décisives, la Suède aussi a adopté la russophobie qui caractérise désormais la politique européenne et qui constitue clairement un blocage mental empêchant de reconsidérer divers enjeux d'intérêt propre. J'ai mentionné la question de l'accès de l'Allemagne à une énergie et à des ressources bon marché en provenance de Russie. Cela pourrait être étendu à l'ensemble de l'Europe. Ainsi, on trouve des pays comme l'Espagne et le Portugal qui n'éprouvent pas d'antipathie particulière envers les Russes, bien que l'Espagne, bien sûr, ait un passé marqué par l'intervention russe dans sa guerre civile. La situation est donc très complexe, et l'Europe semble décidée à rester bien en deçà de la somme de ses parties, ce qui la rend impuissante sur la scène mondiale. Je voudrais revenir sur vos commentaires concernant le sommet de relance et aussi les mettre en relation avec certains points du document sur la sécurité stratégique. Vous aviez raison, à mon sens, de dire que Donald Trump semble être contraint d'accepter qu'il doit composer avec ce géant économique très puissant qu'est la Chine, et qu'à l'heure actuelle, il ne peut pas y faire grand-chose. Je pense que c'est une lecture juste. Néanmoins, j'ai aussi le sentiment que, dans le cas de la Chine, il se retrouve dans une situation similaire à celle qu'il a connue vis-à-vis de la Russie lors de sa première administration. C'est-à-dire que le document sur la sécurité nationale lui-même montre à quel point des personnes comme Albert Scalbi et d'autres, qui prônent une posture de guerre nucléaire, pèsent sur celui-ci, car il évoque clairement, de manière très détaillée et avec beaucoup de grandiloquence, la suprématie des États-Unis dans la guerre nucléaire. De plus, même s'il ne mentionne pas la Corée, il parle de mobiliser les alliés du Japon jusqu'aux Philippines et dans la première chaîne d'îles. Donc, selon moi, il est moins important de savoir ce que Trump lui-même pense. Lorsqu'on regarde le tableau plus large de la politique étrangère américaine envers la Chine, rien n'a changé.
elle reste extrêmement belliqueuse. Vous avez écrit sur la relation entre les États-Unis et la Chine et sur l'échec, en partie, de l'imagination stratégique de Washington. Je me demande donc, quelle est votre réaction à mes remarques? What your responses to my comments are. Well, you're absolutely correct. Donald Trump. Eh bien, vous avez tout à fait raison. Donald Trump n'a pas l'accord ni le soutien de ce qu'on appelle l'état profond de néoconservateurs qui peuple son administration. Marco Rubio, par exemple, est toujours sous sanction de la part de la Chine pour avoir tenu des propos virulents à son égard. La politique chinoise, sauf lorsque Donald Trump intervient personnellement, reste entre les mains de faucons de la Chine qui se distinguent par le fait de n'avoir jamais visité le pays, de ne jamais l'avoir étudié, de ne pas parler la langue, tout en étant convaincus de tout savoir sur la Chine. Ainsi, la politique des États-Unis est guidée par un raisonnement a priori plutôt que par l'empirisme. Tout cela est vrai, et qualifier l'administration de schizophrène, de psychotique ou d'un autre terme psychiatrique ne serait pas inexact. Nous ne savons pas ce qui va se passer. Je pense que la clé de nombreuses choses se trouve dans ce que j'appelle l'Asie-Pacifique. Car je crois que le terme Indo-Pacifique a été essentiellement inventé pour coïncider avec la zone de responsabilité du commandement à Honolulu. Il n'existe pas réellement. L'Inde regarde bien vers l'Est, mais elle ne fait pas partie du monde pacifique dans une grande mesure. J'appelle donc cela l'Asie-Pacifique, par opposition à l'Indo-Pacifique, qui est un concept différent lié à la politique d'endiguement de la Chine, ou à la tentative d'endiguement de la Chine, car il n'est pas très clair ce qui est réellement contenu, si ce n'est la fin de la guerre civile chinoise, qui a séparé Taïwan du reste de la Chine avec l'aide américaine. Je pense donc que les faits de base ici sont que nous n'avons pas de politique stratégique envers la Chine. Nous avons plusieurs attitudes qui ne forment pas une stratégie cohérente. Et une partie de ce qui se passe est motivée par deux considérations. Premièrement, la poursuite acharnée par le président Trump de l'adulation des autres, en particulier des hommes puissants comme Xi Jinping, Vladimir Poutine, ou d'ailleurs Narendra Modi. Il y a eu récemment une certaine perte d'affection entre les deux. C'est exact. Non, il n'est pas facile de gérer un narcissique mégalomane, et tous ces hommes sont d'une grande vanité. Je ne pense pas que Narendra Modi supporte très bien les insultes non plus, et Trump explose clairement dès que son image de lui-même est égratignée. Voilà pour un premier point. L'autre, c'est cette quête plutôt absurde d'un prix Nobel de la paix qui représente le sceau d'approbation mondiale, ou du moins, c'était le cas jusqu'à ce qu'au cours des dernières décennies, on le distribue comme des sucettes chez le dentiste. Ce sont donc ces motivations qui orientent la vision de Trump. Il est très impatient de se rendre en Chine en avril. Le fait qu'il ait fixé cette date signifie que pendant les 3 ou 4 prochains mois, 4 ou 5 mois puisque nous sommes en décembre, il ne fera rien de majeur qui puisse offenser la Chine. Cela veut dire que la Chine exerce une certaine influence sur l'action américaine et qu'elle la limite. Reste à savoir si Xi Jinping rendra l'appareil par une visite à Donald Trump, à J.D. Vance ou à quiconque sera aux commandes plus tard. Et je n'ai même pas encore parlé des contradictions internes des États-Unis qui deviennent de plus en plus évidentes. Je veux dire, nous avons ici J.D. Vance, un converti au catholicisme, un nationaliste chrétien, marié à une hindoue. Cela en dit long. En élargissant un peu la notion de Pacifique asiatique pour inclure l'Amérique latine, laissez-moi reformuler cela. Je voulais vous interroger sur l'escalade au Venezuela en ce moment.
Une question que beaucoup de gens se posent est « Pourquoi le Venezuela ?» Actuellement, il existe différentes explications, vous savez, allant de l'orientation idéologique de personnes comme Rubio, du lobby cubain ou floridien, jusqu'aux discussions sur l'expansion des liens économiques entre l'Amérique latine et la Chine, et à l'inquiétude des entreprises américaines à propos du fait que certaines de ces ressources naturelles clés puissent tomber entre les mains de multinationales chinoises. Je me demande, quelle est votre lecture de la raison pour laquelle les États-Unis intensifient leur action au Venezuela en ce moment? Eh bien, je pense qu'il y a plusieurs forces à l'origine de cette confrontation. L'une d'elles, que vous avez mentionnée, est la conviction de Marco Rubio, qui exerce une influence sur la politique étrangère de l'administration, en particulier dans l'hémisphère américain, selon laquelle, si l'on parvient à faire tomber le Venezuela, Cuba suivra. Cela vient du fait qu'après que l'Union soviétique a décidé de limiter ses pertes avec Cuba, décision à laquelle j'ai contribué en les aidant dans les négociations Angola-Namibie, où nous avons retiré les Cubains du fardeau que représentait pour les Soviétiques leur présence en Angola, les Soviétiques ont ensuite cessé de fournir du pétrole à Cuba. Le Venezuela a comblé ce manque. Mais les services de renseignement cubains et les services de sécurité vénézuéliens sont étroitement liés. Et les systèmes médicaux et de santé publique du Venezuela dépendent des excellents médecins cubains. Donc c'est même avant Chavez, le renseignement, oh oui. Eh bien, c'est en train d'évoluer. Vous savez, c'est quelque chose qui s'est développé au fil des décennies. Et bien sûr, les électeurs cubano-américains du sud de la Floride, dont Marco Rubio fait partie, ont été exaspérés par l'aide vénézuélienne au régime de Castro et maintenant à son successeur. C'est donc une considération stratégique. Mais il y a aussi, comme vous l'avez dit, une opposition idéologique. La communauté cubano-américaine, pour la plupart, elle a perdu ses biens à Cuba et s'oppose à toute forme de socialisme présumé. Donc il y a cela. Le Venezuela est indépendant d'esprit. Il y a eu une tentative de renversement de son régime qui dure depuis plus de 2 décennies, d'abord contre Hugo Chávez Frías, puis contre Nicolás Maduro, et elle a simplement échoué. Mais cela a conduit le Venezuela à une plus grande dépendance envers la Russie, la Chine et d'autres pays. Et il existe donc un commerce pétrolier inhabituel entre le Venezuela et la Chine. Le Venezuela est assez éloigné de la Chine, et cela se reflète dans le fait que les Chinois ont investi au Venezuela en échange de livraisons de pétrole. Il y a donc cet aspect-là. Il y a aussi, sur le plan idéologique, l'idée que la révolution bolivarienne, comme l'appelle le Venezuela, constitue une nouvelle forme de révolution anti-américaine en Amérique latine, et qu'elle représente donc un défi pour les États-Unis. En raison des sanctions américaines et, il faut le dire, de l'incompétence du gouvernement vénézuélien dans la gestion de divers aspects du pays, environ 8 millions de réfugiés ont quitté le Venezuela. La plupart se trouvent en Amérique latine, mais beaucoup sont aussi aux États-Unis, où eux aussi nourrissent du ressentiment envers le gouvernement vénézuélien. Et certains d'entre eux sont suffisamment en marge de la loi pour poser des problèmes d'ordre public aux États-Unis. Et ce sont bien sûr des immigrés, dont beaucoup sont en situation irrégulière. Cela a réveillé les vestiges de la population euro-américaine en déclin, qui réagit essentiellement à une perte de pouvoir et d'influence, et qui a adopté un homme fort sous la forme de Donald Trump, lequel affirme « Vous avez perdu votre pouvoir parce que vos ennemis vous l'ont pris ». Et qui sont vos ennemis? Ce sont les immigrés venant d'autres régions que l'Europe. Voilà donc l'idéologie actuelle de Trump. Tous ces éléments se rejoignent et nous assistons, comme je l'ai dit, à la résurgence d'une version pervertie de la doctrine Monroe. Donald Trump, cherchant à compenser divers problèmes qui ne vont pas bien aux États-Unis sous son administration,
notamment les difficultés d'accès à la consommation, en montrant qu'il est vraiment dur face à la drogue. By showing that he's really tough on drugs. And of course, this is the final. Et bien sûr, c'est le prétexte final pour les actes de piraterie et les meurtres illégaux en mer commis par la marine américaine, principalement dans les Caraïbes, mais aussi dans le Pacifique. L'ironie ici, c'est qu'il existe un très bon dossier historique montrant de manière tout à fait claire que les problèmes de dépendance aux stupéfiants ne peuvent être résolus qu'en réduisant la demande. Ils ne peuvent pas être réglés en coupant l'approvisionnement. Pourquoi cela? Parce que, et pour rapprocher cela de chez vous, puisque je sais que vous êtes en Inde, dans l'Assam, à l'autre extrémité de la région où l'on cultivait autrefois beaucoup d'opium, de l'autre côté, en Inde et au Pakistan, se trouve l'Afghanistan. Ainsi, un agriculteur en Afghanistan qui cultive le pavot reçoit $1 pour une portion d'opium. Cet opium d'une valeur $1 vaut environ $300 dans les rues de New York et encore plus en Europe. Avec une telle marge et une telle rentabilité, il est impossible d'arrêter l'approvisionnement. La demande sera toujours satisfaite par des personnes qui veulent faire du profit et qui sont très ingénieuses pour la contrebande. C'est également vrai pour la cocaïne, qui est le principal produit du nord de l'Amérique du Sud. Et c'est aussi vrai pour le fentanyl, fabriqué au Mexique à partir de composants facilement disponibles sur le marché international et provenant en grande partie de Chine, car la Chine possède une immense industrie pétrochimique. Les composants eux-mêmes sont utiles à toutes sortes d'usages, pas seulement au fentanyl. On ne peut donc pas vraiment faire face à ce problème. Mais si tout cela peut être relié à une campagne de dénigrement contre la Chine, tant mieux. Et ainsi le Venezuela est accusé de faire passer du fentanyl en contrebande vers les États-Unis, ce qu'il ne fait pas. Le Venezuela est la source d'une petite quantité de trafic de cocaïne, qui va du Venezuela à Trinité, une île-nation indépendante au large des côtes vénézuéliennes, d'où elle part vers l'Afrique de l'Ouest et l'Europe. Elle ne va pas en Amérique du Nord. Tout cela sert donc de prétexte habituel à l'administration Trump pour paraître ferme. Fait intéressant, la communauté du renseignement aux États-Unis est entièrement d'accord avec l'analyse que je viens de vous exposer, à savoir que le problème vient de la demande, non de l'offre, que l'offre ne provient pas du Venezuela et que par conséquent, tout cela est injustifié, même d'un point de vue pragmatique. Bien sûr, c'est manifestement illégal. Vous ne pouvez pas tuer des gens sans procédure légale. C'est un acte de guerre. Et vous savez, les États-Unis sont historiquement entrés en guerre pour ce genre de raisons. Lorsque cela a été fait à des citoyens américains, les Vénézuéliens auraient tout à fait le droit d'en faire autant. Mais bien sûr, ils sont bien plus intelligents que cela. Ils ne veulent pas s'en prendre aux États-Unis, et Nicolás Maduro ne veut pas ajouter au problème qu'il a déjà. Il est donc ouvert à une forme de compromis. Cependant, l'administration Trump est allée si loin sur une branche que, si elle est forcée de la scier, elle chutera lourdement sur le plan de la réputation. Quoi qu'il en soit, vous avez posé une question sur le Venezuela. C'est une question très complexe. Je ne pense pas qu'on puisse attribuer ce qui se passe à une seule cause. C'est un ensemble de causes, aucune ne justifiant vraiment ce qui est en train d'être fait. Nous allons nous arrêter là, ambassadeur Freeman. Comme toujours, ce fut une conversation fascinante. Merci beaucoup pour votre temps. Merci Mudiyar Jyotishman. Continuez votre excellent travail. Bonjour, je m'appelle Ayushman. Avec Jyotishman, nous avons lancé cette plateforme. Au cours des 2 dernières années, nous avons essayé de créer du contenu pour les forces de gauche et progressistes. Jusqu'à présent, nous avons interviewé des économistes, des historiens, des commentateurs politiques et des militants.
Si vous avez apprécié notre contenu et souhaitez que nous construisions une archive pour la gauche, j'ai 2 demandes à vous faire. Veuillez envisager de faire un don à cette cause. Le lien se trouve dans la description ci-dessous. Et si vous ne pouvez pas le faire, ne vous en faites pas. Vous pouvez toujours aimer et partager nos vidéos avec vos camarades. Enfin, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement. Finally, don't forget to hit the subscribe button.